quelles leçons apprises est-ce qu'on pourrait retirer du jeu Monopoly quand on joue en équipe et comment on pourrait appliquer ça à l'investissement immobilier locatif. Il y a quelques années, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, j'ai écrit un article de blog à la suite d'un jeu de Monopoly qu'on avait fait en famille durant un Noël. Et ça doit faire 10-12 ans. Et lorsque j'ai écrit cet article-là, j'avais été repéré par les recherchistes de Radio-Canada, donc la radio, et j'avais été invité à aller parler du jeu de Monopoly. Donc, malheureusement, l'extrait radio a été ressorti. Puis j'ai pris cet article-là aujourd'hui, puis je le mets au goût du jour pour vous parler de ces leçons apprises-là. J'aimerais que vous me disiez en commentaire en dessous si oui ou non, vous avez déjà joué au Monopoly. Dans ma tête à moi, quelqu'un qui a 45-46 ans, on a toujours au Monopoly, mais peut-être que la plus jeune génération, peut-être que vous n'avez jamais joué. Donc, dites-moi le savoir si oui ou non, vous avez déjà joué en famille, entre amis, ou si vous ne connaissez pas ce jeu-là. Donc, c'est possible. Hein? Donc, je serais juste curieux de voir où est-ce que vous vous positionnez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom est Steve Forget, je suis un investisseur immobilier. J'aide également les investisseurs immobiliers qui ont de la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper, qui ont peur de perdre de l'argent, à réussir à faire leur première transaction, leur premier achat locatif et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Ça fait 15 ans cette année que j'ai commencé à investir dans l'immobilier locatif, partir d'un petit condo dans lequel j'habitais dans l'arrondissement Ville-Marie, qu'on a mis en vente pour être un petit peu plus heureux. On voulait avoir une cour, on voulait avoir un jardin, on voulait avoir un garage et on ne voulait surtout plus de copropriétaires avec lesquels on était en conflit dans notre condo. Donc, de fil en aiguille, j'ai habité un premier quadruplex qu'on a déniché dans l'arrondissement Ville-Marie, tout près des métros, que je possède toujours d'ailleurs. Donc, je l'ai habité pendant 7 ou 8 ans comme proprio occupant. J'ai fait des travaux, j'ai manqué d'argent, j'ai dû faire un premier refinancement 2 ans après mon achat pour terminer mes travaux. J'ai eu une belle surprise. Donc, lors d'un refinancement, j'ai pu retirer à peu près 85 000 de ce refinancement-là pour terminer mes travaux et j'ai eu assez de liquidité pour m'acheter une deuxième propriété qui était un immeuble de 5 unités, donc dans lequel ma mère habite depuis une douzaine, 13 ans à peu près. Et de fil en aiguille, donc à tous les ans, tous les 2 ans, on s'est mis à acheter un 6 logements, un 4 logements, un 8 logements, un 10 logements, un 27 logements. Donc, de fil en aiguille, maintenant, 15 ans plus tard, on possède 105 unités. Donc, beaucoup en résidentiel et un tout petit peu en commercial. Rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui. Donc, les leçons apprises sur l'investissement immobilier en jouant au Monopoly, j'en ai, je crois, 8 pour vous ce midi. On va les voir une à une. La première, c'est une leçon qu'on utilise tout le temps en immobilier dans la vraie vie, mais c'est aussi le cas avec le Monopoly. Location, location, location. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement en immobilier. Savoir bien choisir ses terrains, ces immeubles, c'est la clé du succès à long terme. Les immeubles qui sont le mieux situés vont prendre le plus de valeur, vont être le plus en demande, ça va être plus facile de les louer à nos locataires, ça va être plus facile de les financer et ça devrait être ces immeubles-là qui vont prendre le plus de valeur dans le temps. Avec le Monopoly, c'est un peu la même chose. Hein? Donc, on a des terrains de différentes couleurs et certains terrains se vendent plus cher que d'autres. Donc, ils sont comme plus en demande parce qu'ils se vendent plus cher. Donc, ces terrains-là, si on les achète, quand les autres joueurs vont tomber sur ces terrains-là, c'est ces terrains-là qui vont nous rapporter le plus d'argent. Il faut faire attention. Évidemment, on n'est pas capable d'acheter uniquement les terrains les plus chers. Donc, il va falloir répartir notre risque en différents types de terrains. Mais bien choisir l'emplacement. Si je prends juste les terrains les moins chers, les moins recherchés, c'est peut-être pas avec ces terrains-là que je vais gagner la game et le jeu de Monopoly. Mais c'est un peu la même chose en immobilier. Hein. Si je vais uniquement dans des régions moins en demande parce que les immeubles sont moins chers, parce que les terrains sont moins chers, bien, je vais avoir peut-être des locataires de moins bonne qualité ou moins de demande, de la vacance locative un petit peu plus élevée également. Donc, plus de risques financiers de ce côté-là. Il faut aussi penser de façon stratégique quand on joue au Monopoly. Est-ce que c'est le bon temps d'acheter? Est-ce que je vais acheter chacun des terrains sur lesquels passe mon pion? Donc, imaginez-vous, là, au début de la game, on a de l'argent, chaque joueur a un certain montant d'argent. Si on commence à acheter toutes les cartes sur lesquelles on tombe, bien, à un moment donné, on va être à court de liquidité. Donc, il va falloir y aller stratégiquement, se garder un peu
de liquidité? Je vais en parler tout à l'heure. Et également, est-ce que je veux me concentrer sur certains types de terrains? Est-ce que je veux acheter les infrastructures, les aqueducs, les voies ferrées? Est-ce que je veux me concentrer sur les terrains qui valent un petit peu plus cher? Est-ce que je veux me diversifier un peu partout sur les quatre côtés du jeu? Bien, c'est la même chose avec l'immobilier réel, hein. Donc, est-ce que je me mets à acheter en fou? Est-ce que je veux y aller avec une croissance constante, lente, mais qui ne va pas mettre en jeu toutes mes économies et que je risque de faire faillite à la moitié du jeu ou après quelques années dans l'immobilier réel? Donc, est-ce que j'achète? Est-ce que je revends? Est-ce que je conserve? Est-ce que je vais vouloir concentrer tous mes efforts, par exemple, sur une certaine couleur pour pouvoir mettre des maisons et ensuite mettre des hôtels, ou est-ce que je veux acheter le plus de terrain possible avant de commencer à mettre une maison ici et là sur certains terrains? Est-ce que c'est mieux d'avoir un hôtel? Est-ce que c'est mieux d'avoir 4 maisons sur notre terrain immobilier? Donc, il y a plusieurs scénarios possibles et il va falloir que vous établissiez votre plan. Et ce n'est pas juste une game de chance, je vais en parler tantôt, hein, donc le Monopoly, mais en immobilier non plus. Dans la vraie vie, ce n'est pas juste de la chance. Donc, il y a beaucoup de réflexion stratégique et de patience à avoir. Donc, ceux qui sont trop impatients, qui veulent acheter trop vite, bien, souvent, on va les retrouver en faillite au milieu du jeu. La liquidité, j'en ai parlé un petit peu il y a quelques secondes. Dans le jeu du Monopoly, c'est le nerf de la game. Quand on n'a plus de liquidité, ben, on fait faillite. Si on n'est plus capable de donner en garantie certains actifs ou certains terrains qu'on a dans notre jeu pour être capable de retirer de l'argent, pour être capable de survivre le plus longtemps possible dans le jeu, on fait faillite et on est éliminé. Mais c'est la même chose dans la vraie vie normale, hein. Donc, il va tout le temps falloir avoir, bon, ce n'est pas nécessairement de l'argent liquide dans nos poches ou dans notre compte de banque, mais ça va être un accès à des fonds rapide pour quand il y a des risques, quand il y a des toits qui coulent, quand il y a un locataire qui, aux surprises, va quitter et on est content puis on doit rénover son appartement, bien, on va avoir besoin d'une certaine liquidité. Il faut payer nos impôts, nos taxes, nos assurances. C'est la même chose dans le jeu du Monopoly. Si on n'a plus de liquidité puis qu'on tombe sur on pige une carte et il faut payer de l'impôt ou on soit une pénalité et qu'on n'a plus de cash, bien, on est mis hors jeu. Okay? Donc, il faut tout le temps avoir accès à des sources de fonds en immobilier, autant dans Monopoly que dans la vie réelle. Et ça, c'est un gros enjeu, hein. Écoute, ça fait 15 ans que je suis en immobilier, c'est un enjeu depuis 15 ans. Pour moi et pour tous les investisseurs que je connais, c'est encore plus un enjeu maintenant où l'inflation vient gruger toute notre liquidité, où on est régi par des règles du tribunal administratif par rapport à l'augmentation des loyers. Et nos taux d'intérêt viennent littéralement piger toute notre liquidité. Donc, il faut vraiment réfléchir stratégiquement pour ne pas se trouver en difficulté et pas devoir faire une vente de feu ou devoir remettre les clés à la banque également de ce côté-là. Donc, jouer au Monopoly, vous allez voir, c'est vraiment le nerf de la guerre de ce côté-là. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, au Monopoly, on ne va pas, par exemple, décider qu'on n'achète rien. Si j'achète rien, c'est sûr que je ne vais pas gagner ce jeu-là. Donc, il va falloir commencer à faire des transactions, faire des achats, acheter des terrains, éventuellement mettre des maisons, collecter des loyers. Donc là, est-ce qu'on veut se concentrer, comme j'ai dit tantôt, uniquement dans un secteur du jeu de Monopoly pour, imaginez que vous avez les terrains, je ne me rappelle plus, là, mais les terrains bleu foncé, je ne me rappelle pas des noms, là, ou les terrains vert pâle, et que vous vous concentrez uniquement là-dessus puis que vous achetez rien d'autre, mais c'est la probabilité que les autres joueurs tombent sur vos 3 petits terrains que vous possédez, elle est probablement plus faible que si vous possédez 10 terrains répartis autour de tout le jeu. Donc, ça va être un peu la même chose en immobilier. Il va falloir commencer petit à petit, hein. On commence par acheter un terrain, puis 2 terrains, puis 3 terrains. Puis quand on possède tous les terrains d'une même couleur, on met une maison, puis 2 maisons, puis 3 maisons, puis 4 maisons. Une fois qu'on a rempli tous nos terrains de maison, on pourrait mettre un hôtel également de ce côté-là. Donc, on peut se diversifier. On pourrait avoir des terrains qui valent cher, des terrains qui ne valent pas cher, certains avec des maisons, d'autres pas de maisons, certains avec des hôtels. Donc, il va falloir diversifier notre risque également et ces opportunités-là. Puis en immobilier locatif, bien, je pense que c'est un peu la même chose. Et ça s'applique en fait à l'investissement général. Je ne suis pas un conseiller financier, là, mais est-ce qu'on met toutes nos œuvres dans le même panier? Donc, est-ce que je vais mettre tous mes investissements en immobilier locatif ou est-ce que je veux être un petit peu plus diversifié puis avoir un peu de fonds de placement, avoir des REER, avoir un fonds de pension dans une job, etc. Donc, est-ce qu'on veut diversifier nos risques de ce côté-là et ou avoir une certaine diversité en immobilier? Par exemple, avoir des petits logements, des grands logements. Certains logements comme moi où on est situé tout près du centre-ville de Montréal, d'autres on est à Joliette.
à Saint-Charles-Borromée. Moi, j'aime bien cette diversification-là également parce que, par exemple, par le type de logement, hein, un studio. Moi, j'ai des studios là, de 115 pieds carrés jusqu'à des appartements qui en font pratiquement 1800. Le plus grand même fait même 2000 pieds carrés. Donc, c'est très vaste et on est capable de prendre des locataires quand on a des bons locataires puis que leur vie change parce qu'ils se sont fait un conjoint, parce qu'ils ont un enfant. On est capable maintenant de les déplacer dans un autre type de logement à l'intérieur de notre même parc immobilier. Ça nous arrive souvent cette année, là, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on a déplacé beaucoup de nos propres locataires qui voulaient quitter leur appartement, mais qu'on était capable de les replacer ailleurs. Donc, ben, nous, on les connaît, on sait que c'est des bons payeurs, on sait leur comportement. Donc, on vient diminuer aussi les risques de tomber sur des personnes qui vont endommager nos appartements, hein, qui vont avoir des comportements indésirables également de ce côté-là. Donc, on essaie de se diversifier pour ne pas mettre tous nos. Tu sais, avoir un chalet locatif, avoir des petits studios peut-être en location court terme, avoir des grands appartements, avoir un peu de neuf, avoir un peu d'usagers. Donc, moi, j'aime bien cette diversification-là. Il y en a qui vont se spécialiser dans certains créneaux. C'est tout à fait correct. Donc, ils vont faire que de la construction neuve. Et une fois que les immeubles ont une dizaine d'années, ils vont les revendre. C'est tout à fait correct. Donc, il faut réfléchir à ça. Est-ce que vous voulez vous diversifier ou pas? Donc, ça va dépendre dans quoi vous êtes bon également dans, dans votre pratique puis dans vos connaissances là, en immobilier. Monopoly, la négociation, c'est clé. Arrive un moment dans le jeu où presque tous les terrains ont été vendus. Les gens commencent à se mettre des petites maisons, mais on n'a peut-être pas toutes les cartes d'une même couleur, par exemple, pour nos terrains, puis on n'est plus capable d'avancer. Donc, une façon d'avancer en immobilier au Monopoly, c'est de négocier avec les autres joueurs, avec nos compétiteurs ou nos adversaires. Donc, pour acheter des terrains, par exemple, pour négocier des impôts. Donc, il y a plein de trucs qu'on peut négocier, mais souvent, ça va être l'achat de terrain ou l'échange de terrain dans certains cas. Puis, il va falloir que ce soit gagnant-gagnant. Parce que si l'autre personne sent qu'il va perdre au change, ben, il ne va pas nous le vendre, son terrain, puis on ne sera pas capable. Puis là, le jeu va commencer à s'étirer, puis on ne sera pas capable d'avancer éventuellement, il va falloir arrêter. Donc, dans la vraie vie, c'est la même chose. On négocie les achats, on négocie avec des vendeurs, on négocie avec des locataires, avec des fournisseurs, avec la ville, avec des voisins, avec des banquiers, avec des investisseurs passifs également. Donc, il y a toutes sortes de négociations à avoir. Donc, il faut vraiment développer ça. Et le Monopoly, pour être capable de terminer le jeu, il faut développer ces relations-là. L'effet de levier financier. Au Monopoly, à un moment donné, on tombe sur des opportunités, par exemple, d'acheter un terrain et on n'a pas les fonds nécessaires dans notre liquidité. Si on possède d'autres terrains autour du jeu ou si on possède des maisons, on peut donner en garantie ces terrains-là et ou ces propriétés-là. Donc, on peut les hypothéquer, qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire on les hypothèque et là, il faut tourner notre carte de côté et on n'a plus le droit de facturer les gens qui vont tomber sur notre maison parce qu'on a mis une hypothèque dessus, dans le jeu en tout cas. Et ça nous donne un accès à une liquidité. Donc, la banque, on hypothèque notre propriété, la banque nous donne de l'argent, puis on est capable de continuer le jeu. On est capable d'acheter le terrain qui nous manquait peut-être pour être capable d'aller plus loin dans ce jeu-là, ou d'acheter des maisons parce qu'on a l'opportunité d'acheter des maisons sur un des terrains au jeu du Monopoly. Donc, ben, c'est la même chose dans la vraie vie. Hein? Donc, l'effet de levier, c'est vraiment ce qui va vous propulser généralement, qui va accroître votre rendement. Il faut faire attention. Hein? Donc, ça peut être à double tranchant, comme on a vu depuis 2 ans, 2 ans et demi, donc avec la montée très rapide des taux d'intérêt. Donc, il faut bien utiliser l'effet de levier. Il ne faut pas trop l'utiliser parce que ça peut nous mettre en danger, ça peut complètement anéantir nos liquidités. Mais on ne peut pas avoir tout. Hein. C'est soit que j'ai la liquidité, ou soit qu'on a des gains de valeur, mais on ne peut pas avoir tout. Donc, au Monopoly, il faut faire des choix et dans la vraie vie, il va falloir faire des choix. Donc, faire attention à cet équilibre-là. Moi, je me rappelle, j'avais joué un jeu où j'étais super content. J'achetais tous les jeux jusqu'aux 2 tiers du jeu. J'achetais, c'est moi qui avais le plus de jeux. Puis, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ouais, à ce que je comprends de ton jeu, il ne faut pas garder trop de liquidité dans notre jeu. Quelques minutes plus tard, j'étais mis en faillite par cette même personne-là parce que j'étais plus capable de payer mes loyers que je lui devais. Donc, faire attention à cet effet de levier-là, ça peut nous propulser, mais ça peut nous tuer également. Au jeu de Monopoly, oui, la chance, c'est important parce que c'est un jeu. On a brasse des dés, mais les prises de décision et les stratégies qu'on va avoir, je pense qu'ils vont avoir plus d'effet que juste le jeu du hasard. Et c'est dans la vraie vie. Donc, quand les gens vont nous dire hey, t'es donc bien chanceux d'avoir acheté cet immeuble-là. C'est comme la semaine passée. Le vendredi, j'ai envoyé une offre d'achat par la poste.
J'ai envoyé une offre d'achat par la poste à des gens à qui j'ai parlé souvent dans les dernières années. J'ai écrit une lettre de prospection également pour un terrain que je voudrais acheter. Ben, la journée où ces gens-là vont me rappeler, là, est-ce que j'ai été chanceux? C'est que j'ai pris une décision, j'ai posé une action, j'ai envoyé une lettre, en fait plusieurs lettres et plusieurs coups de téléphone à ces mêmes personnes-là. Donc, la journée où je vais acheter ce multilogement-là ou ce terrain vacant-là, est-ce que c'est vraiment de la chance? Tu sais, peut-être que oui, peut-être qu'il y en a reçu d'autres, peut-être qu'il va avoir pris mon enveloppe plutôt qu'une autre, mais je vais quand même avoir posé une action pour augmenter les probabilités que ça fonctionne de mon côté. Ben, c'est la même chose avec le jeu du Monopoly et c'est la même chose dans la vraie vie. Donc, si vous faites juste attendre sans jamais poser aucune action, ben, vous n'aurez pas le deal ou vous n'aurez pas la transaction. Je parlais à un de mes clients ce matin qui était en offre d'achat, qui a fait son. Je salue, je suis sûr que tu m'écoutes. Il a fait une offre d'achat, ça fait 2 semaines, il a fait son inspection. Et ça l'a chopé ce matin à négociation suite à l'inspection. Il était tout près de s'entendre, mais le vendeur a décidé qu'il ne voulait plus négocier. Et mon client a décidé qu'il ne voulait pas continuer la négociation parce qu'il s'était rendu à la limite qui s'était tracée. Mais oui, il va avoir perdu des frais pour faire une évaluation, une inspection plutôt, mais il va avoir appris durant ce processus-là. Et qui sait si dans quelques jours ou quelques semaines, il ne va peut-être pas faire un suivi et il va clôturer cette transaction-là. Donc, c'est ceux qui sont en action et qui vont closer les transactions finalement. Au Monopoly, comme dans la vraie vie, il faut gérer les risques et les opportunités. Hein. Donc, un risque-opportunité, c'est un peu la même chose. Là. C'est juste qu'il y en a un qui a un impact négatif, l'autre a un impact positif. Donc, un événement qui peut se produire, mais sur lequel on n'a généralement pas de contrôle et qui, quand ça survient, ça a soit un impact négatif ou un impact positif. Mais au Monopoly, là, on ne contrôle pas tout le jeu. On ne contrôle pas les dés. On ne contrôle pas ce que vont faire nos compétiteurs. Hein. Ils vont peut-être acheter un terrain sur lequel on voulait. On va piger une carte qui a été classée au hasard. Donc, oui, il y a un peu de hasard également là-dedans. Donc, il y a tout le temps des événements qui peuvent survenir sur lesquels on n'a pas de contrôle, qui peuvent nous affecter négativement et ou positivement parce qu'il y a peut-être un compétiteur qui va être prêt à passer à l'action puis à nous vendre son terrain ou quelqu'un qui va tomber avec son pion sur un de nos terrains sur lequel on a mis un hôtel, puis boum, là, on va avoir une belle entrée d'argent et on va le mettre en faillite. Donc, comme au Monopoly, dans la vraie vie, ben, on ne contrôle pas tout, puis il faut être prêt à les saisir. Donc, combien de fois ça m'est arrivé depuis 15 ans de tomber sur une opportunité immobilière et ceux qui me suivent depuis longtemps, là, c'est pas la première fois que je raconte ça, mais je n'ai pas de fonds pour acheter un immeuble, mais j'ai une super de belle opportunité qui m'arrive. Ben, il va falloir que je gère cette opportunité-là, il va falloir que je trouve des fonds, il va falloir que je refinance une autre propriété, il va falloir que j'aille voir un prêteur privé, il va falloir que j'hypothèque une autre immeuble, il va falloir que j'emprunte à la famille. Donc, il va falloir faire un jeu d'acrobatie pour être capable de saisir cette opportunité-là. C'est la même chose au Monopoly. Donc, il faut être capable de les identifier, ces risques-là, essayer de les gérer du mieux qu'on peut, mais on n'a pas tout le temps de contrôle là-dessus, et être prêt à passer à l'action peu importe que ce soit une menace ou une opportunité, et être capable de s'adapter. Hein? Donc, c'est possible qu'on doive vendre des propriétés sur lesquelles on était bien attaché au jeu de Monopoly pour être capable de poursuivre le jeu le plus longtemps possible. Dans la vraie vie aussi, à un moment donné, moi, il y a quelques années, on a vendu une propriété, ça ne me tentait pas de la vendre, mais on avait besoin de beaucoup de liquidités pour faire d'autres projets, donc on a sacrifié, entre guillemets, un immeuble pour être capable de poursuivre. Moi, j'aime bien acheter pour garder, mais éventuellement, il faut être capable de s'adapter à la réalité. Puis c'est la même chose avec ce qui se passe depuis 2 ans. La montée rapide des taux d'intérêt fait que des investisseurs avaient pris beaucoup, beaucoup de risques qui ont dû laisser aller certaines de leurs propriétés, les mettre en vente pour être capable de consolider leur parc immobilier. Donc, est-ce que ça leur a fait mal? Probablement. Mais ils ont encore des propriétés, ils continuent, puis ils ont juste solidifié, diminué leur dette, puis ils vont être en bonne position pour continuer à croître. Donc, il faut être capable de se réajuster pour rester dans le jeu le plus longtemps possible. Pour ceux qui seraient intéressés à prendre un appel avec moi, j'ai appelé ça les appels liberté avec l'immobilier. L'objectif de cet appel-là, c'est donc un appel qui dure environ 40 minutes. C'est tout à fait gratuit. C'est pour apprendre à se connaître principalement et voir si on est un bon fit pour travailler ensemble dans un programme d'accompagnement. Donc, évidemment, si vous me suivez un peu, vous savez que j'offre un programme d'accompagnement qui s'appelle Sherpa Immobilier. Donc, formation en immobilier, je vous accompagne pendant de nombreux mois dans vos projets immobiliers pour m'assurer que tout fonctionne bien. Je réponds à vos questions. Vous menez à des formations en direct, des fois sur Zoom, des fois en classe, comme ce week-end, j'étais avec un groupe, on était en classe. Et je vous accompagne dans vos projets d'immobilier pour que vous soyez capable aussi, à moyen terme, d'atteindre une certaine liberté financière
avec l'investissement immobilier locatif. Cet appel-là, ce n'est pas un appel de coaching, c'est vraiment un appel pour voir si moi, je suis un bon fit pour vous accompagner, et si vous, vous êtes un bon fit pour travailler avec moi également. Donc, il faut que ça fit des deux côtés. Donc, je vous pose beaucoup de questions durant cet appel-là, et si je juge qu'on est un bon fit, et de même pour vous, à la fin de l'appel, je vous parle de mon programme d'accompagnement. Il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Si vous êtes intéressé à réserver un appel, écrivez le mot appel dans les commentaires, puis je vais vous envoyer le lien dans Messenger pour avoir accès à mon agenda au cours des 2 prochaines semaines. Donc, j'ai ouvert plusieurs plages horaires au cours des 2 prochaines semaines. Donc, juste marquez le mot appel, que vous soyez en direct ou que vous soyez en replay. Il y en a beaucoup qui l'écoutent en replay. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ici sur Facebook ou dans YouTube. Ça m'aide beaucoup à me motiver à trouver des sujets pour une prochaine capsule également, donc pour vous donner des petites leçons apprises ou des trucs et astuces également par rapport à l'investissement immobilier. Donc, je vous remercie beaucoup, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule.